Salut tout le monde, bienvenue au premier épisode de mon podcast Passion Sport. Aujourd'hui, je reçois l'ancien de l'Université Davidson dans la NCAA et analyste basketball à RDS, M. William Archambault. Salut Danny. Comment ça va? Ça va bien toi? Yes. Merci pour l'invitation. Hey, merci à toi d'être là. Hey, on va aller straight to the point. Moi, je veux savoir, c'est quand que tu es tombé en amour avec le basketball? À quel âge tu as commencé à jouer? Dans quel coin, tout ça? Sérieusement, là, c'est une drôle d'histoire. Parce que moi, le basket, c'était pas quelque chose qui m'intéressait quand j'étais très jeune. J'ai commencé à jouer au basket à l'âge de 12 ans. Oh, OK. Ouais, quand même assez sur le tard. Pas comme un Joel Embiid, par exemple, ou un Chris Boucher qui a commencé comme à 17 ans. Ouais. Mais j'ai commencé à 12 ans. Puis la façon que ça a commencé, c'est... il y a un de mes chums à mon école primaire qui m'avait dit « Hey Will, t'es vraiment grand. » Ouais. Évidemment, c'est tout le temps de même. Ben oui, si ben t'as oui. jamais joué au basket, puis t'es grand, un moment donné, il y a quelqu'un qui va venir vers toi puis qui va clair. dire « Tout est grand, tu devrais jouer au basket. » Fait que mon chum, c'est Anthony Estegouin. Il est venu me voir puis il m'a dit « Oh non, on a des tryouts, c'est des essais libres pour les Lynx de Saint-Hubert. » OK. Oh, OK. Fait que là, j'ai dit OK, c'est le basketball. Moi, j'étais un joueur de soccer. Je faisais du taekwondo, des affaires de même. Puis il dit ouais, je pense que tu devrais venir. Fait que là, j'ai dit bon, ben correct, je vais venir. J'ai demandé papa, maman, il y a des essais libres dans les prochains jours pour les Lynx Saint-Hubert. Est-ce que je peux y aller? Fait que là, on dit, bah, ben pourquoi pas? Regarde, c'est du sport. N'importe quoi pour t'encadrer, donner de la discipline, puis t'assurer que tu peux avoir du fun aussi. T'sais. Pour rester actif à 12 ans, hein, Ouais, exact. commencer à bâtir les bonnes habitudes de la vie. Fait que là, je suis allé aux essais libres des Lynx Saint-Hubert. J'ai rencontré Donna Grice, qui était ma coach pendant quelques années, puis j'étais encore en contact avec elle depuis toutes ces années-là. Elle coach encore, elle? Non, elle a pris sa retraite. Elle a pris sa retraite. Elle était professeure au primaire. Puis là, elle a pris sa retraite. Puis là, elle a juste comme troisième grand-mère pour mes enfants. Ah ouais, on est cool. restés proches Wow. après toutes ces années-là. Fait que là, finalement, j'ai fait les tryouts. Puis on dit, ouais, t'es poche. Tu mesures presque 5 et 9, 5 et 10. T'as 12 ans. Mais... tu sais, je pense que t'as du potentiel. Fait que là, elle m'a pris sous son aile. Les autres gars dans l'équipe m'ont dit ouais, regarde, les paniers, c'est des paniers de 8 pieds hein, à 12 ans. Ouais. Fait que fais juste garder tes bras dans les airs, attrape le ballon, mets-le dedans. Fait que j'ai fait l'équipe. Puis après ça, tu sais, j'ai commencé à trouver que c'était quand même un sport intéressant, un sport le fun, ça bougeait, les gens avec qui j'étais étaient le fun. Comme je te mentionne, Donna Grice, c'était exceptionnel. Était toujours là pour moi si j'avais besoin de quoi. Fait que au fil du temps, après un an, j'ai vraiment développé une passion pour le basket. J'ai commencé à suivre la NBA, évidemment. Les Michael Jordan de ce monde. Toi, t'as grandi avec Michael Jordan. En fait, moi, c'était à la fin de la carrière de Michael Jordan. Puis les gars que j'ai suivis, c'était Kobe Bryant en début de carrière qui était exceptionnel, puis Vince Carter. Ça, c'est les deux premiers, puis c'était mes idoles quand j'étais jeune. Puis il y avait aussi Tracy McGrady. Fait que ça, c'était mes trois tops. Fait que c'est même ça a commencé, vraiment à l'âge de 12 ans avec les Lynx Saint-Hubert. J'ai joué là pendant quelques années, puis après quelques années, j'ai commencé à jouer au secondaire, fait de la transition au secondaire, puis j'ai été approché par le CPEC, qui était le Centre provincial d'excellence du Québec, un nouveau programme qui a été mis en place quand j'avais peut-être 15 ans. Donc, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont regroupé les joueurs avec beaucoup de potentiel à travers le Québec, puis ils ont fait une équipe basée à Laval. OK. Ça fait que les gars étaient basés à Laval, puis les filles étaient basées à Québec. Fait que c'était vraiment un centre de performance pour les joueurs avec beaucoup de potentiel. Puis ce qui était intéressant, c'est qu'il avait regroupé beaucoup de grands joueurs. Fait que tu sais, moi, rendu à l'âge de 15-16 ans, je mesurais 6 pieds 6. Ouais. Puis j'avais tout le temps joué vraiment à la position de poste. Mais j'étais long et lancé, je pouvais décocher des tirs de 3 points quand même, mais j'avais pas les habiletés de garde. Mais eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est en nous regroupant là, ils ont dit, regarde, à 6 pieds 6, là, tu vas pas pouvoir percer dans la NCAA ou dans la NBA ou jouer pro à titre de poste. Habituellement, là, rendu à cette grandeur-là, puis à ces niveaux-là, il faut que tu sois un joueur qui est plus habile, puis qui peut monter le ballon, dribbler, être plus polyvalent. Fait que les autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont vraiment développé, nous autres, les grands joueurs qui étaient principalement des postes, pour nous donner tous les attributs puis les skills possibles
pour aller au prochain niveau. Donc, j'ai fait 2 ans là. Puis, petit parallèle, ma sœur, elle aussi, elle a fait le CPEC, ce qui est vraiment cool. Ouais. Elle est allée 2 ans à Québec. En même temps que toi? Ou non, elle est plus jeune. Moi, j'ai fait mes 2 ans. Parce qu'elle est rentrée, elle a fait ses 2 ans. Fait que mes parents, eux autres, là, ils ont été quand même très chanceux. Moi, je suis payé à Laval à 15, 16, 17 ans. Ouais. Ma sœur à Québec. Eux autres, là, il y avait la paix à la maison. Là. C'était vraiment cool pour eux autres. Là. Puis ça, là, tu as joué 2 ans là. Oui. Puis après ça... Là, tu joues au secondaire toujours? En fait, j'ai fait 3 ans, secondaire 1, 2, 3, à McDonald Cartier High School à Saint-Hubert. Ça a très bien été là. J'ai fait 2 ans au CPEC, fait que secondaire 4, 5. Ouais. Puis par la suite, c'était après le secondaire, c'est le cégep, évidemment. Ouais. Donc, j'ai eu la chance d'être recruté par Wayne Yearwood de Dawson, Andy Herzog de Vanier, puis évidemment, coach John DeAngelis. C'était 3 bons programmes qui voulaient m'avoir, mais en fin de compte, j'ai décidé d'aller avec coach John. Puis ça a été une excellente décision. Là. Coach John... il est reconnu comme étant un homme qui va te pousser au maximum, là, puis qui est tough. Là. Tu le voyais comme partisan, on va dire, coacher les games. Là. Tu disais, ça me tente pas d'être un des joueurs là, en ce moment qui se fait rider comme ça. Là. Puis les pratiques étaient tough, tu te faisais crier des choses des fois. Ouais. Mais il te préparait. Il était reconnu pour te préparer pour le prochain niveau. Okay? Clairement, ça a fonctionné. Ben, évidemment, puis c'est pas seulement avec moi. Une des raisons pourquoi j'ai pris ma décision d'aller à Champlain, c'était aussi basé sur le fait que John préparait ses joueurs pour la NCAA. Fait que, tu regardes historiquement, tu avais Maurice Joseph. Ouais, Maurice Joseph, moi, quand je rentrais à Champlain, quand j'ai décidé de rentrer à Champlain, il lui restait 1 année. Puis il se faisait solliciter par les Michigan State, les Gonzaga, les Kentucky même. Il y avait beaucoup de grosses équipes aux États-Unis qui voulaient avoir Maurice. Puis Bernard Côté était allé à Kentucky. T'avais Olivier Lamoureux, t'avais Pierre-Marie Cespedes, Negus McKenna. Puis tous ces joueurs-là, des anciens de Champlain, puis qui sont rendus aux États-Unis, eux autres, ils jouaient dans des gros programmes, puis qui performaient à un très haut niveau. Ouais. Une chose que tu veux pas, c'est quand tu vas aux States, tu veux pas y aller pendant 1-2 ans puis te dire je l'ai fait, mais c'est trop dur pour moi, puis revenir au Québec. John, lui, il voulait pas que ses joueurs fassent ça. Ouais. Puis la majorité, là, je te dirais 98% là, des joueurs, 99% des joueurs de John qui sont allés aux States sont pas revenus parce qu'ils étaient prêts physiquement, prêts mentalement, puis prêts pour la compétition dog et dog aux États-Unis. Parce qu'aux States, là, ça joue dur. Ça joue dur, puis c'est une business, mon gars. Ouais. T'sais, si toi, tu joues pas bien, ben inquiète-toi pas qu'il y a le gars en arrière de toi qui est prêt à prendre ta place. Ouais. Parce que, comme je te dis, si tu joues pas bien, le coach va te mettre sur le banc. Parce que lui, là, si l'équipe gagne pas, là, ben, t'es out. Là. Fait que lui, c'est une job des fois, c'est des millions de dollars qu'ils font par année. Hein. Fait que c'est vraiment une business pour ces ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre en plus. Là. Zéro. Fait que, faites 2 ans là, à Champlain, ça a été vraiment des belles expériences de vie. La majorité des gars font 3 ans. Moi, j'avais décidé de le faire en 2. J'ai fini mon deck là, à Champlain, puis finalement, j'ai eu plusieurs offres, puis j'ai décidé d'aller à Davidson par la suite. Ouais, c'est ça. Moi, ça, c'est le processus qui m'intéresse là, de passer du cégep dans la NCAA. Est-ce que c'est le classique, vous faites des vidéos de toi, t'envoies ça un peu partout, ou la NCAA envoie des recruteurs au Québec? Comment ça fonctionne? Le pire, là, c'est que je sais plus vraiment comment ça marche maintenant, parce que c'est probablement 2 choses complètement différentes parce que c'est 2 époques différentes. Malgré le fait que ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ben c'est 2006, toi, c'est ça? C'est 2006. Puis, gars, j'ai un peu de poil blanc, là. Je suis pas un homme âgé, là. Ben non. Sauf que tu le sais, avec la technologie, les médias sociaux, tout va vite maintenant. Ouais. C'est rendu beaucoup plus facile de dépister du talent, contrairement à ce que c'était dans le temps. Par contre, comme je disais, dans le temps, John DeAngelis était reconnu, lui, pour être un entraîneur qui préparait ses joueurs pour les États-Unis. Ouais. Donc, en ayant cette réputation-là, ben c'est certain que les entraîneurs venaient le voir. Ouais. Fait que là, nous autres, ce qui arrivait, c'est que John ou les assistants ont pas préparé des game tapes ou des highlight tapes pour shipper aux States. Ce qui arrivait dans mon cas à moi, ce qui était probablement différent pour les joueurs dans d'autres équipes de la Ligue, c'est que les entraîneurs venaient vers nous. Ouais. Fait qu'ils venaient dans les pratiques, pas pour me voir moi, pas Will Archambault, le petit nouveau qui vient de rentrer, mais des Maurice Joseph,
des Max Paulus Gosselin, Oui, et ça, j'ai des Nigis McKenna, comme je mentionnais, des Camby, des Max Boudreau. Ils venaient voir ces joueurs-là. Puis après ça, une fois qu'ils arrivent puis ils nous voient, tu sais, OK, Max, c'est bien beau, là, il a fait une offre déjà pour l'année prochaine, mais lui, là, Will Archambault, là, le grand là, athlétique qui dunk comme un fou puis qui lance des 3 points, on le verrait peut-être bien dans notre système. Fait que là, eux autres, ils disent OK, c'est bien beau, on va parler à nos assistants. On va dire, regarde, lui, on le garde sur notre liste pour l'année prochaine. On va y envoyer une couple de lettres pour le garder intéressé. Davidson, moi j'avais Davidson, Richmond, Rice, West Virginia, des équipes de même qui m'envoyaient des messages et des lettres et tout. Puis il y avait des entraîneurs qui venaient nous voir de ces équipes-là. Fait qu'au fur et à mesure, ces entraîneurs-là revenaient. Okay? Puis tu le sais, aux États-Unis, quand tu es un entraîneur, ça bouge beaucoup. Tu es un entraîneur assistant adjoint, tu vas avoir une promotion, tu vas aller à une autre école. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que les tentacules de ces entraîneurs-là qui venaient nous voir, ben ils allaient dans d'autres équipes. Puis ça se parle. Fait que là, moi, quand j'étais à, on va dire, exemple, Davidson ou Michigan State, un entraîneur de Michigan State qui se rend à Richmond, par exemple, ça n'a pas été le cas, mais juste pour dire, il avait vu, on va dire, un des joueurs de notre équipe. Là, il est rendu à une autre école. Puis il dit, ben là, je vais venir les voir, je vais appeler Coach John, je vais venir le voir. Puis après ça, il va voir les autres joueurs dans l'équipe. Fait que nous autres, c'était principalement de cette façon-là que ça marchait. La deuxième façon, c'est le fait qu'on avait aussi des tournois aux États-Unis. OK. Fait que nous autres, ce qui était vraiment le fun, puis maintenant, il y a beaucoup d'équipes au Québec puis au Canada qui font ça, qui vont aux States pour démontrer le talent canadien-québécois aux équipes américaines. Que ce soit via les équipes du cégep ou des équipes AAU, des programmes. Des programmes, Exactement. Tu sais, des programmes d'ici qui vont avoir un travel squad, qui vont aller l'été, puis qui vont aller à plein de tournois aux États-Unis. Donc, nous autres, c'est exactement ça qu'on faisait. Okay. On descendait en autobus, là. Mais en fait, c'était même pas un autobus, là. C'était comme une minivan à gang. Je sais même pas là, si c'était légal le nombre de personnes qu'on avait là-dedans, là. Mais on était squeezés, là. Puis, tu sais, imagine, là, t'as une minivan de, je sais pas moi, 12-13 personnes, là. De 6 pieds 6, là. Mais l'affaire, on est tous des gars de 6 pieds 6 à 7 pieds là-dedans, là. On était tête, puis c'était pas juste du 2 heures de route, là, Danny, là. C'était comme du 14 heures, là. On descendait de Montréal à Kentucky pour faire des tournois. Puis là, on jouait contre des grosses équipes prep school. Là. Puis ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment des belles expériences. Puis y a-tu quand ces programmes-là vont jouer aux États-Unis, est-ce qu'il y a un gap assez élevé entre le talent américain puis celui québécois, canadien? Ou... Ben, en fait, habituellement, les organisateurs du tournoi vont pas vouloir avoir des équipes qui sont poches. Tu sais, à un moment donné, ça sert à rien d'avoir des équipes qui sont pas au niveau. Puis à un moment donné, tu bâtis ta réputation au fur et à mesure des années. Puis les organisateurs, ils voient ça. Ils ont vu à quoi ressemblait, par exemple, l'équipe dans un tournoi à quelque part d'autre, que ce soit aux States ou au Canada ou peu importe. Puis ils voient, OK, bon, ça pourrait bien fitter. Fait qu'ils les invitent au tournoi. C'est des invitational tournaments. Okay. C'est sur invitation. Mais ça peut arriver des fois que tu peux avoir des équipes qui a des Kevin Durant, par exemple, qui jouaient dans des prep schools puis qui va détruire une équipe de Montréal. Évidemment, ça arrive. Nous autres, on a joué des Bridgeton Academies, des St. Thomas More, vraiment des gros prep schools. Puis on leur a toujours tenu tête. T'sais. Puis à un moment donné, on avait un tournoi aux States, puis on avait joué contre St. Thomas More, puis eux autres, là, je te le dis, eux autres, ils recrutaient des joueurs du Soudan. OK. Puis il y a comme un coin au Soudan. Puis en fait, c'est comme la tribu de Manute Bol. OK? Oui. C'est le Dinka Tribe. Puis eux autres, ils ont beaucoup de des grandes personnes qui viennent de ce coin-là du Soudan. Puis St. Thomas More recrutait beaucoup de joueurs de là-bas. Puis quand t'es arrivé à St. Thomas More, puis on a vu contre l'équipe qu'on allait jouer, là, je te le dis, là, il y avait un gars de 7 pieds 7, un gars de 7 5, 5 gars de 6 pieds 8 à 6 pieds 4, puis il y en avait qui avaient comme 14 ans, là. Tu te disais, OK. C'est des gars qui sont immenses. Puis le pire, c'est qu'ils étaient quand même très talentueux. Donc, puis je me souviens dans la partie qu'on avait joué contre St. Thomas More, Ibrahim Apia. Qui est, on pourrait même dire, tu sais, le manager de Chris Boucher actuellement. Ah, OK, tu sais, je savais pas ça. Okay. Ibrahim, c'est le manager de Chris. OK. Il a joué la game de sa vie, là, tu sais, contre St. Thomas More, puis il avait marqué, je pense, une vingtaine, trentaine de points. Puis c'était remarquable. Donc, tu sais, je me souviens vraiment de ce moment-là. C'était vraiment cool. Là. Puis là, tu joues ce tournoi-là.
tu as une couple d'offres d'université. Pourquoi Davidson plus que n'importe quel autre? Est-ce que c'est cool d'aller, pour un Québécois, d'aller dans la NCAA? Toi, ça a-tu influencé ton choix, qui est déjà un Québécois à Davidson aussi, avec Max Paulus-Gosselin? En fait, regarde, il y a plusieurs réponses à ta question. Ouais. Comme je t'ai dit tantôt, j'avais reçu plusieurs offres. Ouais. Puis les 3 offres que j'ai considérées à la fin, c'était Rice University au Texas. Puis la raison pourquoi j'avais décidé de considérer eux autres, c'était parce qu'il y avait un programme d'ingénierie que je trouvais fort intéressant. Ils sont reconnus pour leur programme d'ingénierie. Par ça, j'avais Richmond, qui était dans Atlantic 10, ouais. qui sont actuellement dans Atlantic 10, puis qui ont encore le même coach, c'est Coach Mooney. OK. Puis c'est encore drôle parce que là, Maurice Joseph, il est rendu assistant pour Coach Mooney à Richmond oui, c'est vrai, en ce moment. Oui. Fait que c'est quand même très cool. Fait qu'il y avait ces 2 équipes-là, plus Davidson. J'ai fait ma visite à Richmond, ma official visit. J'ai fait ma official visit à Davidson. Rice, finalement, j'ai dit, c'était pas assez une grosse conférence. Et je jouais contre des Stephen F. Austin, puis c'était au Texas, je trouvais ça loin. Ouais. Fait que j'ai dit, tente pas. J'ai mis ça de côté. Fait que là, finalement, j'ai considéré Richmond-Davidson. Puis quand je faisais les plus et les moins, je me disais, bon, Richmond dans l'Atlantic 10, Davidson dans le SoCon dans le temps. Maintenant, Davidson fait partie de l'Atlantic 10, joue contre Richmond. Mais dans le temps, il était dans le SoCon, Southern Conference. C'est une plus petite conférence. Ouais. Par contre, dans ce programme-là, c'est qu'on avait un entraîneur qui était là depuis très longtemps. Ouais. Donc, tu avais de la stabilité avec les entraîneurs. Donc, la personne qui te recrute, probablement, là, va rester là encore pour des années à venir. Mm-hmm. C'est pas quelqu'un qui vient de rentrer, qui a la possibilité qu'il se fasse renvoyer ou que son but, c'est un plateau pour sauter au prochain. Ouais. T'sais. Le coach à Richmond, il était récemment en poste. Fait que c'était une des choses. Par la suite, on avait 7 seniors à Davidson qui quittaient. Oh. Fait que quand tu as 7 joueurs qui quittent parce qu'ils graduent, ça te donne des opportunités de jouer. Exact. Moi, mon but, c'était pas de m'asseoir sur le banc pendant 2-3 ans, puis après ça, de dire, j'étais un senior, là, je veux jouer. Non. Moi, j'ai joué à Champlain, j'ai joué des grosses minutes, je voulais arriver à Davidson, puis jouer des grosses minutes. Fait que ça, c'était la deuxième affaire. Puis la troisième chose. Max Paulus, c'est bien cool. Là. Le lien québécois, ça l'a aidé un peu. Ça l'a fait pencher la balance du côté de Davidson. Puis l'autre chose, c'est que Davidson, c'est une école qui est considérée une des meilleures écoles académiques aux États-Unis. Ouais. C'est un liberal arts college, OK? Fait que c'est très généraliste comme étude. Par contre, c'est une école qui, comme je mentionne, qui est reconnue pour son système académique. Le Honor Code dans cette école-là, qui est comme un code d'honneur où est-ce que, tu sais, les étudiants, ils vont sur sermon puis ils promettent qu'ils vont jamais tricher, voler. C'est vraiment... Puis c'est vraiment cool parce que ça crée une belle ambiance à Davidson, une ambiance de confiance envers les professeurs, envers les étudiants, les coachs envers les athlètes. Puis si tu brises ce code-là, tu as une possibilité de te faire expulser de l'école. Ah ouais. Ouais. Fait que ça peut pas marcher partout, mais à cette école-là, vu que c'est une petite école, il y avait 3000, 4000 étudiants, en fait, 3000 dans le temps, maintenant c'est rendu un peu plus élevé. Ça donnait que c'était quand même bien. Puis, en même temps, dernier point, c'est que Davidson jouait beaucoup de grosses équipes, dans le non-conference. Ouais. Fait que, oui, on joue contre des moins bonnes équipes dans la saison régulière, mais dans une saison de la NCAA, on va dire que tu as 30 matchs dans une saison régulière. Après ça, tu vas jouer 12 matchs contre des joueurs de ta conférence, des équipes de ta conférence, mais les 8 premiers matchs de la saison, tu vas faire des tournois. Tu vas jouer contre des grosses équipes. Tu vas te préparer pour le tournoi de la NCAA si jamais tu te rends. Ouais. Fait que une des choses qu'on avait vu dans le passé puis que j'avais regardé avec mes parents, c'est que Davidson jouait contre des Duke de ce monde, des North Carolina de ce monde. Puis t'as pas la chance de jouer tout le temps contre des Duke de North Carolina dans ta carrière. Puis là, je me disais, hey, ça serait-tu malade de jouer contre des équipes de même à un moment donné? Puis Coach McKillop, il est reconnu comme étant un entraîneur qui bâtissait sa cédule, son calendrier de game pour t'assurer de jouer des grosses équipes en début de saison. Si jamais tu te rends à un tournoi de la NCAA, tu fais pas comme oh mon Dieu, je joue Georgetown, je joue Wisconsin. Hey man, je vais capoter puis je vais perdre en première ronde. Mm-hmm. Coach McKillop, là, il pensait à tout ça des années d'avance pour te préparer. C'est vraiment un plan là, qui a été mis en place
pour te préparer pour le plus gros stage que tu vas être au cours de ta carrière. Donc, en regardant tout ça, là, tu consolides ça ensemble, malgré le fait que je trouvais que Richmond, c'était vraiment cool comme école, plus gros stade et tout, j'ai décidé d'aller à Davidson, en Caroline du Nord. Puis, sérieux, j'ai vraiment pas été déçu du choix que j'ai fait. Là. Finalement, tu as étudié en... Fait que j'ai fait mon bac en sciences politiques et économie aux États-Unis. Bien évidemment, à Davidson. Fait que c'est un bac de 4 ans. Puis l'affaire qui est encore très le fun avec les full rides, c'est que c'est payé. Ben oui, c'est un scholarship. Exact. Fait que tu te dis, là, aux États-Unis, des fois, tu peux avoir ça peut te coûter entre 25 et 70 000 là, par année là, pour aller là-bas. Puis Davidson était une école privée, liberal arts, ça coûtait 50 000 dans le temps. Là. Fait que tu as la chance de peut-être pouvoir réaliser ton rêve de jouer NCAA et NBA, puis en plus, tu as... Le scholarship et tout ça. Là. C'est ça, mais le rêve de jouer NCAA, là, je l'ai accompli. Je suis arrivé, là. T'sais? Mais encore une fois, si tu peux pas prendre ça pour acquis, parce que si tu joues mal, en réalité, ils peuvent te dire, c'est pas fait pour toi le basket. Là, c'est ça, exactement. Puis il y a eu des situations là, où est-ce que je l'ai eu dur. Là. Ah, raconte-moi ça. Non, mais j'étais pas le seul. Là. Puis il y en a eu qui l'ont eu dur, là, qui l'ont eu vraiment dur chez nous là, à Davidson. Puis ça devait être de même partout. Puis c'est encore probablement de même. Là. Malgré le fait que je pense que ça s'est calmé un peu avec ce qu'on a vu au fil des années avec les controverses avec les entraîneurs qui criaient après leurs joueurs, puis toutes ces affaires-là. C'était comme une différente mentalité dans le temps. Maintenant, ça a évolué. Puis je pense que c'est quand même une bonne chose. À un moment donné, c'est quand même des jeunes. Tu es un entraîneur que tu chapeautes un groupe de jeunes influençables aussi. Puis tu peux pas avoir ta punk sur eux autres, puis pas les intimider, là, mais avoir un impact négatif sur leur mental puis sur leur vie après. T'sais. Fait que, mais tout pour dire, on a eu des situations à Davidson, que ce soit moi, Max, puis tous les internationaux aussi. Là, on avait beaucoup de joueurs qui venaient de l'international à Davidson. Là. J'avais mon coéquipier John Chivy qui vient de la Turquie, Andrew Lovedale qui venait de l'Angleterre, Boris Menot qui venait de la France, j'ai eu Ben Allison aussi de l'Angleterre. Fait que, on en a eu beaucoup de monde qui venait de l'extérieur. Puis ça arrivait des fois, là, réflexe de coach quand il est fâché contre toi. Il disait, on dit que j'ai un mauvais match, là, puis on était dans le film room, là, puis là, il faisait comme un... OK, guys, look at that. Look at Will. Played like crap. Là, il faisait, genre, il montrait ma séquence, là. Par ça, rewind. Par ça, look at this. Played like crap. Par ça... Rewind encore. Puis il faisait ça pendant genre 5 minutes de temps. Et, c'est correct, là. Je comprends le point. Oh ouais, j'ai compris. Après ça, au nombre de fois qu'il nous faisait courir dans le gym, c'était vraiment intense. On s'est fait dire, là, nous autres, les internationaux, là, vu qu'on était des immigrants, là, my God. de retourner chez nous. Retournez chez vous, là. On veut pas vous avoir ici, là. Je vais vous payer le billet, là. Puis retournez au Canada, retournez en Angleterre. Tu sais, des affaires de même, on l'a vécu. Tu sais, regarde. Mais ça a forgé ton caractère comme joueur de basket, j'imagine. Tu sais, c'est sûr que là, ça dépasse. Ouais, mais moi, je te dirais, là, ce qui m'a préparé pour tout ça, là, le fait de me faire ramasser de cette façon-là, puis, tu sais, aussi, c'est une façon de t'encourager. Parce que, tu le sais, hein, pas tout le monde peut se faire coacher de la même façon pour atteindre l'objectif collectif. Fait qu'il y en a qu'il faut que tu les pousses dans le derrière. Ouais. Okay? Il y en a qu'il faut que tu les flattes. Il y en a qu'il faut que tu les ignores. Il y a différentes façons de motiver tes joueurs individuellement à l'équipe pour atteindre ce but-là. Toi, t'étais quel genre? Ah, man. En fait, je te dirais que c'est un... Puis il y a plusieurs joueurs qui sont de même. Là, c'est un mix de deux choses. Là, absolument, il faut que tu aies de l'encadrement puis que tu te fasses pousser. Mais à un moment donné, c'est une chose de te faire pousser jusqu'à temps que tu te fasses ramasser. Il faut que tu aies des compliments, puis il faut que tu te fasses dire que tu as fait du bon travail. Puis surtout quand tu as 18-19 ans. Là, ta confiance tient pas à grand-chose. Exactement. Hein? Mais c'est juste pour dire, je l'ai mentionné tantôt avec Coach John, là, les 2 ans que j'ai passé à Champlain, là, ça m'a tellement préparé pour ça. Là, parce que ça n'a pas été un choc culturel pour moi d'intégrer cette équipe-là comme ça aurait pu être pour un autre joueur qui est dans un autre programme, qui est arrivé aux States, puis qu'il voit ça pour la première fois, là, puis qu'il se fait des affaires de même. Là.
ben, tu retournes dans ta chambre, là, après ta pratique, là, tu te sens pas bien. Là. Non, tu te sens petit dans tes... Fait que ça, c'est quelque chose que je te dis, j'ai apprécié à côté quand j'étais allé à Davidson. Là. Ta première saison de Davidson, tu le savais pas encore, mais tu jouais avec un jeune prodige qui s'appelait Steph Curry. C'est quand même incroyable de dire que tu as joué avec le meilleur shooter of all time. Ça doit être quelque chose là, de... Ah, il est correct, Steph, là. C'est un bon tireur, là. Non, mais sérieusement, là, je vais te le compter. La première fois que je l'ai rencontré, Steph, là, c'était à mon Freshman Initiation Day. Fait que ce qui arrivait, c'est qu'on arrivait à Davidson, notre première journée, puis on avait nos parents qui étaient là aussi. Fait que c'était vraiment un regroupement d'athlètes, de parents avec les freshmen. Ça veut dire les gens de première année. Ouais. Puis, en fait... Steph, je l'avais comme ignoré, là. Je me suis présenté, hey, cool, man, nice to meet you, blablabla. Mais ce qui m'a impressionné le plus, c'était son père. Oui, ben oui, c'est Del Curry. Ben oui. Fait que, tu sais, moi, les Raptors, là, je les ai suivis toute mon enfance. T'es un grand fan de Vince Carter, puis de Tracy McGrady, puis là, tu vois. Fait que, tu sais, un joueur qui a toujours été là, puis Del Curry était considéré comme un des meilleurs tireurs de la NBA aussi dans le temps, là. Tu sais, il avait vraiment une touche incroyable. Là, son follow-through était beau. Puis, tu sais, moi, j'étais reconnu comme un tireur là aussi. Fait que là, je voyais ça, Del Curry. Wow! Tu sais, je suis pas impressionné, tu sais, en général dans la vie. Mais, tu te dis, hey, c'est quand même cool. Là, tu sais, t'as un joueur de la NBA. Oui, il a pris sa retraite, mais un ancien de la NBA qui est là. Son fils est dans l'équipe. Puis lui, tu peux avoir accès à lui quand même assez facilement pour qu'il te donne des conseils. Puis que, tu vas le croiser. Puis... moi je trouvais ça bien plus impressionnant que voir un petit bonhomme genre de 6 pieds 1 tu sais 175 livres tout mouillé là. Oh, ouais. Mais après la première pratique là, j'étais comme ouais ok ouais, il est quand même pas pire ce gars là. Tu sais on est arrivé en notre première pratique là, c'est pas des vraies pratiques là où est-ce que c'était du 5 contre 5 puis toute l'équipe était là puis c'est comme du training de pre-season. Puis le training de pre-season habituellement c'est que les entraîneurs ont comme des mini workouts que tu fais avec les assistants coach. C'est des drills plus qu'une pratique. Exactement. Fait que c'est des drills pour te préparer pour les pratiques de saison ou de pré-saison ou de saison régulière. Fait que là, on faisait des drills pour bâtir tes habitudes pour le basket de Davidson. Parce que ce qui arrive, c'est que nous autres, on avait comme un attaque qui était... c'était un motion offense qui avait plusieurs options dessus. Ouais. OK? Fait que tu sais... Pour qu'on bâtisse nos habitudes, ben, il faut commencer par la base. T'sais. Fait que par exemple, un de nos jeux qu'on avait, c'était tu fais ton écran, tu vas aller chercher l'ailier, le gars il monte, l'autre il pop, après ça tu swings. Fait qu'on faisait tous des drills comme ça, puis du 2 contre 2, du 3 contre 3. Puis là, à un moment donné, là, tu joues contre Steph, là tu le gardes. Moi je me dis, gars, il est petit, puis je vais le bousculer un peu. Tu sais pas, c'est le genre de joueur. Là, c'est bol, man. Genre, tac, 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 tac. Des 3 points en pleine face. C'est quoi qui se passe? Là, tu te fais engueuler par le coach. Keep your hand up. What are you doing? Non. OK, bon, on va continuer. On va mettre un peu de pression dessus. Tac, 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 tac. Genre, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Là, ça continue à rentrer, je pense que ce gars-là va être spécial. Ouais. Fait que là, ça a continué de même tout au long des pratiques de pré-saison. Jusqu'à temps qu'on arrive pour notre premier tournoi ou notre premier match là, en fin de compte. Là, mais enfin, c'était un tournoi là, qu'on a fait. Là. Puis c'était au Michigan. On a joué Eastern Michigan, on a joué Michigan. C'est quand même des grosses équipes. Puis je me souviens, c'était vraiment c'était impressionnant de jouer contre les Michigan, là, les Wolverines. Ben oui. Puis après le match là, contre, je pense que c'était les Wolverines de Michigan, Steph il a fini avec un double-double. C'était, je pense, 32 points puis 15 revirements. Ah ouais. Fait que c'était pas un bon double-double. Oh, wow. Mais il a quand même fini avec vraiment beaucoup de points. Puis ça, c'était comme un premier match là, dans NCAA. Fait que après ça, on s'était dit, là, on a vraiment un joueur talentueux dans notre équipe. Là. Puis on a vraiment la possibilité de faire de quoi de spécial. Puis ce qui est vraiment le fun, là, après cette saison-là, on a fini la saison 29 victoires, 5 défaites. Ouais. Puis il n'y avait pas une personne qui pensait que Davidson
allait avoir le succès qu'on avait eu cette première année-là. Parce qu'on avait 7 joueurs qui avaient quitté. Ouais, exact. T'avais un Brandon Winters. Brandon Winters, là, si ça n'avait pas été de Steph, malheureusement pour lui, ça n'avait pas été de Steph qui rentrait à Davidson l'année suivante, là, il aurait eu son jersey de mis dans les gradins. Il aurait eu son numéro 32 retiré. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui a été fait. Le gars a plus que 2000 points de marqués dans sa carrière. Il a gagné des joueurs par excellence dans la conférence à Davidson. Puis c'est comme si l'arrivée de Steph Curry a comme effacé sa carrière. Puis c'est quand même triste de ce côté-là. C'est triste quand même. Mais c'était tout pour dire qu'il n'y avait pas un spécialiste, un analyste aux States qui pensait que Davidson allait se rendre aussi loin. Puis 29 victoires, 5 défaites. C'est quelque chose. Je pense qu'on avait une séquence genre de 25 victoires d'affilée, là. T'sais, pour une gang de jeunes, t'avais Steph Curry, freshman, moi, freshman, Bryant Barr, freshman, après ce qui jouait des minutes. T'avais Max Paulus, deuxième année, Andrew Lovedale, deuxième année. T'avais Boris Meno, troisième année, Jason Richard, troisième année, Thomas Sander, troisième année. On n'avait pas de seniors qui jouaient. Fait qu'on était une équipe très, très jeune. Puis, on était capable d'avoir le meilleur fiche de l'histoire de Davidson. On était capable de gagner le championnat du Southern Conference. Ouais. Steph il a été nommé joueur par excellence, évidemment. Puis, on s'est rendu dans le tournoi de la NCAA. À ta première année. À première année. Ça inaugure bien pour la suite, là. Ben, en fait, c'était vraiment une belle expérience. Ouais. Puis là, on est arrivé là-bas. Puis, on a joué Maryland. Ouais. Maryland, c'est une grosse équipe dans les ACC. Ouais. Je me souviens, il y avait un joueur, Grievous Vasquez, qui jouait pour Maryland, les Terrapins de Maryland. Puis lui, il était considéré comme un des meilleurs joueurs dans sa conférence. Puis en fait, il a été repêché dans la NBA quelques années plus tard. Il a joué pour les Raptors, il a joué pour les Bucks de Milwaukee. Puis là, lui, c'était le joueur que je gardais, puis des fois, il gardait aussi Steph. Mais en fin de compte, on a eu un match quand même assez serré. On voyait que les médias étaient alentour de nous autres, poussaient vraiment pour que Davidson fasse un upset contre Maryland. Malheureusement, on est arrivé à court, mais ça nous a préparé pour l'année suivante. Qui a été encore meilleur, je pense. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que t'en dis? T'as-tu été meilleur, tu penses? Ta deuxième année, là, toi, tu joues plus de minutes, right? Oui. Tu as un plus grand rôle dans l'équipe. Steph Curry et Steph Curry. Est-ce que tu sentais qu'il y avait un hype par rapport là, à Davidson l'année passée? Non. Non? Non, pas vraiment. Je pense pas qu'il y avait un hype par rapport à nous autres. Sauf que quand on s'est... on a eu une excellente saison encore une fois. On a gagné notre conférence. Une chose qu'il faut savoir, c'est pour te rendre dans l'NCAA, quand tu fais partie d'une petite conférence comme le Southern Conference, ben, il faut que tu gagnes ta conférence pour te rendre au tournoi. Fait qu'on a eu une excellente saison. On a joué contre des grosses équipes en saison régulière. Encore une fois, Steph a gagné l'MVP de la Ligue. En fait, l'année précédente, je pense pas qu'il l'avait gagné. Je pense que c'est un gars qui s'appelait Kyle Hines, qui était pour Greensboro qui l'avait gagné. C'est l'année qu'on est allé au March Madness pour la deuxième fois que Steph Curry l'a gagné. Oui, exactement. Okay. Fait qu'il a gagné ça. Après ça, on est allé... on était dans l'auditorium à Davidson pour déterminer où est-ce qu'on allait être dans le tournoi du March Madness. Fait que ça, je me souviens, là, c'était rempli à craquer. Ah ouais? Ça, c'est Selection Sunday. Ouais. Okay? Fait que t'as Selection Sunday, t'es dans l'auditorium, tous les gars de Davidson sont assis sur les premières chaises. C'était comme des caméras de télé. Parce que, tu sais, t'es comme les caméras du local news qui filment les gars, qui veulent voir leur réaction quand ils vont être sélectionnés, puis voir ça va être qui l'équipe contre laquelle ils vont jouer. Ouais. Fait que là, je me souviens, là, Davidson, classé 10e dans son classement, dans son tableau. Alors ça, c'est contre qui qu'on joue? Gonzaga. Ouais. Hey, Gonzaga. Tu sais, Gonzaga, c'est une bonne équipe, mais c'est un mid-major quand même. Ben, c'est ça. C'est le programme de Gonzaga qui est impressionnant. Exact, mais c'est un mid-major. Ouais. Fait que là, on s'est dit, hey, that's doable. C'est faisable, là. Tu joues Gonzaga, première ronde, je pense qu'il y a de quoi à faire, là. Ouais. Fait que là, on était crinqués raide, puis pas à peu près. Ah, OK. Vous autres, ça vous a propulsé. Parce qu'on le savait, il y avait de quoi à faire. Là. Je suis pas en train de te dire qu'on aurait réagi différemment si ça avait été Duke en première ronde. Ouais. Parce qu'on... Mais là, tu joues contre un mid-major qui a eu du succès au cours des dernières années, qui ont des bons joueurs, mais qui a de quoi à faire quand même. Tu le sais que, position en position, là, tu peux les battre. Si tu
tu suis ton plan de match, si tu fais ce que tu es supposé de faire, puis les ballons pognent les bons rebonds, puis que ça rentre, peut-être que tu peux les battre. Ouais. Fait qu'on était bien content de pouvoir jouer Gonzaga en première ronde, puis en plus, on avait Steph. En plus. En plus, Mais on avait Steph. Tu as parlé de l'annonce. Ça, c'est un truc typiquement, je trouve, NCAA, de filmer la réaction des gars qui... on verra jamais ça dans la LHJMQ au hockey. Ouais. C'est comment jouer aux States. C'est spécial, c'est sûr. Il y a un engouement. Toi, t'es Will Archambault qui joue pour Davidson, tu marches dans les corridors. Là, t'es-tu une rockstar? Ou Mais l'affaire qui est cool avec le basket, c'est que c'est un sport qui est quand même... Pour les partisans, c'est un sport qui est humain. Puis je vais t'expliquer ce que je veux dire par ça. Là. C'est que quand tu regardes un match de basket, là, tu vois le visage des joueurs. Les joueurs n'ont pas du gros équipement sur eux autres. Tu vois leur physique, tu vois leur visage, tu vois leur réaction. Contrairement au hockey, contrairement au football américain, tu peux pas voir leur réaction. Fait que tu peux pas vraiment connecter avec ces athlètes-là. Ouais, je comprends. T'sais? Fait que les gens, comme tu dis, typiquement March Madness ou américain, March Madness, de voir les réactions des joueurs, mais ça fait partie aussi du marketing alentour du basket. C'est quelque chose que tu vois de plus en plus puis qui a explosé au cours des dernières années, surtout avec la NBA qui est devenue un des sports les plus populaires. Puis tu regardes les médias sociaux, la NBA a le plus de followers possible. Oui. Tout sport confondu. Sport nord-américain. Fait que je pense que cette proximité-là que tu as avec les joueurs, c'est quelque chose qui rend le basket très attrayant pour les partisans. Fait que ça, c'est la première chose. Puis tu sais, pour revenir à ton point par rapport au fait que on se promenait dans les corridors et tout, oui, les gens savaient on était qui, mais étant une petite école, étant une petite communauté, étant une grande famille, on n'était pas comme des super vedettes où est-ce qu'on... nous autres, on pensait qu'on était meilleurs que tout le monde. Tu sais, les gens avec qui... les gens qu'on côtoyait en classe, c'était quand même nos collègues de travail, on pourrait dire, ou nos classmates. Puis c'était nos amis. Ouais. On pensait pas qu'on était au-dessus de tout le monde. Les gens à notre école, ils venaient pas nous voir puis demander nos autographes. Par contre, quand tu te promènes dans la ville de Davidson, là, c'est certain qu'on avait du monde qui nous arrêtait. Ouais. Puis ils nous disaient, avec leurs petits-enfants, « Ah, est-ce qu'on peut avoir ton autographe? » Des choses de même. Mais je pense que c'est comme ça dans tous les petits villages universitaires aussi. Les petits marchés, où est-ce que tu peux côtoyer des athlètes qui sont près du niveau extrême qui est la NBA, mais qui sont encore accessibles. Puis qui n'ont pas une grosse tête non plus, qui pensent qu'ils sont au-dessus de tout le monde. Là. C'est ça qui est cool avec les joueurs universitaires. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a une proximité. Même si t'es un Steph Curry, t'es un Steph Curry à Davidson. T'es pas encore dans la NBA. Puis pour les professeurs, là, OK, correct, Steph, là, t'es bien bon sur le court de basket. Tu vas faire la NBA, mais je m'en fous, là. T'es dans ma classe, tu respectes mes règles, tu fais les travaux, puis tu fais pas les travaux, ben tu joues pas au basket. T'sais, c'était vraiment ça à Davidson, tandis que des écoles, d'autres universités, c'est peut-être pas le cas. Il y a tout le temps des petites passes. T'as du basket weaving, des cours de broche à foin, là, de même, juste pour faire passer les joueurs. On en a C'était pas ça à Davidson. Puis ça, c'est vraiment une bonne chose là, pour la préparation des joueurs, de ces joueurs-là, une fois que leur carrière de basket est terminée. Ouais. Parce qu'une fois que ta carrière de basket est terminée, là, il te reste 30-40 ans de travail. C'est ça l'affaire. Fait que t'es mieux de savoir, d'avoir de la discipline, d'avoir de la persévérance, d'avoir des connaissances de vie sociale et tout. Toutes des choses que tu apprends dans un milieu comme ça. Ouais. Vous jouez Gonzaga. Ben, il y a l'annonce que vous allez jouer Gonzaga. Yes. Raconte-moi ce match-là. C'est sûr que c'est spécial de jouer Gonzaga. Ben oui, ça a été vraiment spécial. On a eu des hauts et des bas dans ce match-là. Ça a été très serré. On avait Matt Bolden contre qui on jouait. C'était comme leur vedette dans ce temps-là. Je pense aussi que tu avais Pendergraft qui était un gros joueur pour Gonzaga. Mais en gros, nous autres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment suivi notre système, notre plan de match à la lettre. Puis même si on s'est creusé un trou, on était capable de revenir dans le match. Ah, parce que vous perdiez par... Ben, je me souviens plus exactement combien qu'on perdait. Là. Puis je pense double digit, je pense. Là. Ouais, puis ça a été tellement fait contre Georgetown dans la ronde suivante. Là. On a eu même situation. Là. On s'est creusé des trous à demi, mais on était capable de revenir. Puis c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois en saison régulière. Où est-ce que
quand on a eu des trous, des gaps de même où est-ce qu'on avait de la difficulté à revenir dans le match, bon, Coach McKillop, ça faisait partie de son game plan de dire, regarde, on divise le match en segments de 4 minutes. OK? Fait que ce qu'il disait, c'est « We've got to win the next one. » OK? Fait qu'en autant que tu gagnes le prochain 4 minutes, tu te rapproches du target score ou de l'équipe adverse. Fait que nous autres, là, même on va dire qu'on perd par 10-12, là, on débute la deuxième demi, mais t'as 4 petites séquences de 4 minutes. OK? Fait que là, c'est-tu des 4 minutes ou des 5 minutes? En tout cas, je me souviens plus, là. Je pense que c'était peut-être des 5 minutes. En tout cas, peu importe. Fait que là, ce qui arrive, c'est que tu as des petites séquences de même qu'il faut que tu gagnes. Ouais. Fait qu'un petit 2 là, un petit 3 là, un petit 4 là, hop, là, t'es rendu que t'es à 1-3 points dans le dernier 4 minutes. Tu sais? Fait que ça commence à être cool, là. Ah ouais. C'est une cool façon de gérer son match. C'est ça. Fait que c'est 5-4 minutes, excuse. Fait que là, t'es rendu au dernier 4 minutes. All right, we've got to win the next one, the last one. Fait que là, t'es rendu serré à la fin. Puis tu le sais que t'as le momentum. Parce qu'à chaque fois que tu gagnes un petit 4 minutes, l'autre équipe, inconsciemment, tu sais, elle sait que c'est pas eux autres qui ont le momentum. Ouais. Nous autres, on le sait qu'on a le momentum. Fait que ça a toujours été cette façon-là de voir la game au fur et à mesure, d'y aller little by little, blocks by block. Puis finalement, on a gagné ce match-là. On était bien contents de gagner. Puis nous autres, une des choses qu'on faisait après nos victoires, c'est qu'on remerciait nos partisans, on allait les voir puis tout, puis on partait. Puis c'était pas de démontrer trop le fait qu'on était heureux, parce qu'on le savait qu'on devait être là. T'sais, grosse célébration, c'était pas nous. T'sais, nous autres, c'était une chose à la fois, correct, on a gagné le match, on to the next. Ouais, c'est ça. Vous étiez underdog, mais pas the ultimate underdog. Là, non. Vous aviez une bonne équipe quand même. C'était pas comme St. Peter cette année. Exact. St. Peter, c'était classé 15e. Ils se sont rendus au Elite 8. Ouais. Nous autres, on était 10e. On avait 2 années vraiment avec du succès à côté. Là. Vraiment incroyable. Puis on avait le momentum, on avait le voile dans nos voiles. Là. Fait que ça a très bien été. Puis ça nous a vraiment préparé pour le deuxième match là, qui était contre Georgetown. Qui est Georgetown. Là aussi, vous avez un slump un peu dans le match. Vous revenez de l'arrière quand même. Exact. Puis vous gagnez. Après ça, what's next? C'est quoi votre feeling là? Est-ce que... Ben en fait, dans ce match-là, l'affaire qui était vraiment, vraiment remarquable, c'est la façon qu'on est revenu dans le match. Ouais. Avec les petits détails, puis l'effort que les gars ont fait là, dans ce match-là. Là. Andrew Lovedale a pris le plus gros rebond de sa carrière. Là. OK? Il est allé il y avait un rebond offensif à prendre, là. Le ballon a revolé, il a couru, il est allé le chercher, il l'a garoché à Steph. Steph était à 4-5 pieds en arrière de la ligne de 3 points, il garoche ça, 3 points, rentre, puis ça a complètement changé le momentum de la game en fin de match. Ça a été un moment vraiment décisif dans le tournoi de la NCAA. Puis on jouait contre des grosses équipes, là. Ben oui. Puis des gros joueurs. On jouait contre Patrick Ewing Jr., ouais, le fils de Patrick Ewing. Roy Hibbert, qui a eu une excellente carrière dans la NBA. Exact. Il a joué pour les Pacers et tout. Puis nous autres, on avait personne plus grand que 6 pieds 8 là, dans notre équipe. Puis Roy Hibbert mesurait 7 pieds 2. Ouais. Fait qu'on avait Thomas Sander, qui était comme un colonel de l'armée. Là. C'est carré, mon gars, là, carré, 6 pieds 8, courait de même. Là. Vraiment pas athlétique, le joueur le moins athlétique que tu peux avoir dans ton équipe. Là. Okay? Puis lui, là, sa job, là, c'est de courir d'un côté à l'autre, faire des écrans, aller rechercher des rebonds, puis des rebonds en mettant son corps à la bonne place, puis juste en l'attrapant. Ouais. Puis en étant physique sur les autres joueurs des équipes adverses. Il a tellement fait du bon travail contre Roy Hibbert. Là. Hibbert, là, si tu vas regarder les stats d'après. Il a pas eu une bonne game, hein? Terrible. Une de ses pires games. Puis en fait, je pense que c'est sa dernière saison. Fait qu'il a eu sa pire game de sa carrière contre nous autres dans sa dernière game de la saison. Fait que je pense même que ce match-là a vraiment fait mal à son stock là, pour le draft de l'année en cours. Là. Mais c'était vraiment un des joueurs qu'il fallait absolument arrêter. Puis on l'a arrêté. Puis c'était grâce vraiment à Thomas Sander là, dans cette situation. Ah, c'est cool. Je savais pas qu'il avait joué un si grand rôle que ça dans mais tu sais, chaque joueur avait leur rôle à jouer. Ouais, hein. Exact. Tu sais, que ce soit les joueurs de banc, que ce soit des Max Paulus qui étaient reconnus pour leur sa défense, mais oui. Sa défensive. Tu sais, Max Paulus, là, il y avait la balle à la ligne de 3 points, c'était
Paulus, Red light, you're not allowed to shoot. T'as pas le droit de tirer. Mais quand Max Paulus mettait de la pression là, sur le joueur défensif, le joueur offensif de l'autre bord, là, tu le voyais que le joueur avait peur. Là. Ouais. Parce que Max, là, 6 pieds 6, longue portée, très athlétique, puis il était comme un chien avec la rage. Là. Tu le voyais, là. Il bavait là, quand le joueur montait le ballon, puis là, Max, fallait qu'il mette de la pression dessus, puis il était collé dessus, mon gars. Ah, c'est mon ballon, là. Ah, puis Max, là, ce qui est fou avec lui, là, c'est qu'ils étaient tellement bons défensivement là, qu'ils ont créé un trophée dans la conférence du SoCon, meilleur joueur défensif, juste pour lui. Ah ouais? Il n'y avait même pas ça avant. Fait que c'est durant ces années qu'ils ont créé... Ils ont créé ça! Oh, fait que wow. Max était le premier à gagner ce trophée-là, tellement qu'il était bon défensivement. Oh, ouais. C'est une espèce de fou, là. Tu sais, off the court, Ouais. je suis bien gentil. Un chum. On the court, là, tu veux pas jouer contre lui, hein? Puis même en tant que coéquipier, là, t'es en pratique contre lui, là. Ah, tu veux pas, hein? Ben, l'affaire, c'est que moi, ça me dérangeait pas. C'est juste qu'il y avait de la brasse camarade après, puis là, Ouais. les gens se frappaient, puis Ah, ça peut ouais. dégénérer solide. OK, il est Mais intense son- comme ça, là. Oh, ouais, parle n'importe qui connaît Max, là, puis qui a joué avec Max, tu le sais que c'est un gars de même. OK, ben cool. Puis ça, c'est un petit side note par rapport à Max Paulus, Ouais, c'est puis son drôle. impact qu'il a eu pendant le March C'est parce que Madness. c'est drôle, j'ai travaillé avec Max un peu, puis il a zéro l'air de ça. là, Non, tu Max, sais. là, il va pas te croiser dans le corridor puis te plaquer dans un Non, mur. non, là. c'est clair. Tu sais? Il est tellement sweet, tellement... Exact. puis là, Ah non, je t'imagines sais. le contraste. Donc là, vous gagnez contre Georgetown. Et après ça, là, il y a un hype, là, c'est sûr. là. Assurément. Vous autres, vous êtes crinqués, gonflés à bloc. Ben, en fait, nous autres, après notre game, oui, on a encore une fois, même chose que Gonzaga. Merci. C'est bon. Tu sais, on a couru un peu là, sur le terrain. Ouais, là, on mais- était contents. Là, mais c'était pas comme la grosse célébration à côté. Par ça, c'était comme, all right, good, on to the next. Puis T'sais, les Knicks, c'était Wisconsin. Wisconsin. Fait que les Badgers de Wisconsin. Ouais, qui est un gros programme encore Gros une fois. programme, puis qui avait vraiment une bonne équipe dans ce temps-là. Puis l'affaire qui est fou avec ça, là, tu sais, c'était le Sweet 16. Tu joues contre Wisconsin au Ford Field Arena à Détroit. Puis il en rentre du monde, là. Il rentre du monde. C'est un stade de football. Ouais. Puis tu sais ça, j'en jase tout le temps avec Mathieu Jolivet. Puis là, il dit « Ouais. Will, t'exagères tout le temps. La là. légende, hein. La légende. Il n'y avait pas autant de monde. Moi, je pense qu'il y avait comme 100 000 personnes là, qui checkaient le match à l'aréna. Là. Lui, il dit « Ben, il y en avait plus comme 60. » Mais peu importe, là, c'est 60, 100 000. C'est juste pour dire, il y en avait du monde. Ah oui. Là. Puis 60 qui crient à l'unisson, c'est Crient. 100 000, là, c'est Et sûr. puis l'affaire, c'est que sur le coup, là, tu rentres dans cette aréna-là, c'est complètement une dynamique différente. Là, parce que c'est un stade de foot. Mais oui, c'est ça. Fait que là, t'as comme un terrain de basket dans le milieu d'un stade de foot. Fait qu'imagine-toi ta perception quand tu tires un tir, là. C'est Ouais. du vide, là, C'est en ça. arrière. Quand tu joues dans un stade, par exemple, à Davidson, tu joues à Cameron Indoor, t'as comme le court, les paniers, puis les gradins qui montent tout de suite dans Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, t'as comme... Tu vois pas vraiment en arrière. C'est comme un mur, en fin de compte, ou du monde, puis des affaires. Tandis que là, c'était du vide, parce que les partisans étaient à plat, puis après, ça montait comme Ouais, ça. ça montrait plus loin, c'est ça. Fait que là, tu voyais rien. Ton champ de vision, perception, quand tu lançais au début, c'était vraiment... il fallait que tu t'adaptes, là. Puis le terrain était surélevé en plus. Fait que t'es sur le bord, puis t'es assis en dessous du terrain. Ah, ça, c'est T'sais. weird. Fait que c'était vraiment bizarre comme sensation. Fait que l'affaire qui est cool quand même, c'est que tu arrives une journée d'avance, tu fais ton walkthrough là, tu fais une pratique sur le terrain, t'as donné, t'as préparé pour jouer sur ce genre de terrain-là. Oui. Puis fait que c'est ça. Là, la game Wisconsin, Ouais. comment ça se passe? Ben, en fait, on les a dominés de A à Z. C'est votre... Je vais le mettre en gros guillemets, mais c'est votre plus facile de facile. ce tournoi-là. Ils nous avaient pris à la légère. Ouais. Puis Steph a eu un match de feu. Il a vraiment bien joué. Puis en général, je pense que l'équipe a tout bien joué dans ce match-là. Puis une chose qui était quand même très cool, avant le match, on avait reçu des chandails. Des chandails rouges. Là. Nous autres, Davidson, nos dossards sont rouges. Ouais. Puis c'était des chandails Nike. Le coach, un des assistants coach, il arrive, là, puis il lance la boîte à plein milieu
Du vestiaire. Du vestiaire, c'est ça. Puis il dit, guys, c'est pour vous autres. Fait que là, on regarde, tu sais, puis on roule ça. C'est des t-shirts qui Nike, puis qui disaient Witness en arrière. Puis, tu sais, Witness, on avait vu ça associé avec LeBron James. Ouais. Fait que là, on a vu ça, OK, Witness. Puis c'est, ouais, we're gonna... Puis ça, le coach dit, we're gonna witness history tonight. Puis, on dit, that's right, we're gonna witness history. Fait que, tu sais, puis après ça, il dit, oh, by the way, c'est LeBron qui vous a donné ça. On dit, nice, c'est LeBron qui nous donne des t-shirts, tout. Fait que là, on commence nos warm-up et tout. Puis là, on voit LeBron James sur le côté. Fait que LeBron était à notre game. LeBron, il avait donné ça aux deux équipes. Ça, je pense pas qu'il a donné ça aux deux équipes. Je pense qu'il a juste donné ça à nous autres. C'est cool, ça. En tout cas, moi, je me dis qu'il nous a juste donné ça à nous autres. Correct, c'est ça la version qu'on va donner. Exact. Fait que nous autres, on a reçu des t-shirts Witness, LeBron James était à notre game. Mais une fois que le match commence, là, tu bloques tout. Ouais. Moi, là, dans mon mindset, puis je pense que les autres gars aussi c'était de même, on avait comme pas oublié, mais tu te dis pas, t'as la pression de te dire, t'es dans le March Madness, t'es dans le Sweet 16, t'as des millions de personnes qui te regardent à la télé, t'as tes amis qui sont descendus de Montréal, se rendent à Détroit pour voir tes games, là. C'est pas le cas, là. Fait que tu joues ta game, ça fait des mois et des années que tu fais les mêmes petites actions sur le terrain, tes habitudes sont bâties. Tu fais confiance à tes joueurs, tu fais confiance à ton coach. Puis, en fin de compte, en bloquant tout ce qu'il y avait alentour de nous, comme tu dis, on a eu notre meilleur match. On a battu Wisconsin, puis ça a été facile. Là. Puis même après ce match-là, là, tu vas le voir, zéro célébration de la part de Davidson. Là. C'était genre, OK, on a gagné, là. Who's next? Puis c'était Kansas. Ouais, Kansas qui est dans, mettons, le top 5 des programmes au basket, on va dire ça comme certainement. ça. Certainement. Coach Self, là, Coach Bill Self, je suis pas en train de dire qu'il est dans la même catégorie que Coach K, puis Coach Izzo, mais ça fait des années qu'il est à Kansas, puis il est reconnu comme étant un des meilleurs entraîneurs aux États-Unis, puis il a un espèce de bon programme. Puis en plus, dans ce temps-là, quand on a joué Kansas, on a joué contre plusieurs joueurs qui s'en allaient dans la NBA. Ouais. T'avais Kareem Rush, t'avais Mario Chalmers, t'avais Sasha Khan, t'avais vraiment des gros joueurs qui allaient se faire repêcher puis qui allaient se rendre dans la NBA. Là. Ouais. Puis, raconte-moi un peu ce match-là, le Kansas. Vous êtes encore sur votre lancée. C'est quoi jouer Kansas? C'est sûr que c'est obligé d'être un peu différent des autres programmes. Là. C'est une équipe qui était très physique, très grosse. Tu avais des ailiers là, qui mesuraient 6 pieds 7, 6 pieds 8, vraiment longs, très athlétiques. Okay? Puis nous autres, on est un petit programme. Là. Davidson, comme je t'ai dit, on n'avait pas personne de plus grand que 6 pieds 8 dans notre équipe. Côté athlétisme, on était athlétique. Mais quand tu nous compares à des futures vedettes de la NBA, on n'est pas si athlétique que ça. T'sais, nous autres, on peut faire des windmills. Mais eux autres peuvent faire windmill vraiment bas, between the legs dans un match. Oublie ça, nous autres, on va jamais faire des between the legs dans un match. Mais eux autres, c'est le genre de joueurs qui peuvent faire ça. C'était des joueurs extrêmement athlétiques, très talentueux. Mais nous autres, ce qu'on se disait, c'est que notre avantage, c'est qu'on était une équipe très disciplinée, robotique même, mais malgré le fait qu'on était robotique, on avait la liberté d'être créatif dans notre système en raison des différentes options qui étaient disponibles à nous dans notre système. Puis en plus, on avait Steph. c'est toujours un non, mais il faut le mentionner. À un moment donné, autant que tu peux avoir un système, puis un coach, puis man, t'as Steph Curry. Là. Puis LeBron James était venu nous voir pour voir Steph aussi. Puis Steph faisait des choses remarquables, des matchs de 40 points dans le tournoi de la NCAA. C'est complètement fou. Là. C'est fou, là. Puis, c'était comme un petit bonhomme de 6 pieds 3, puis tu voyais ça, c'était David against Goliath tout le long. Ben oui. Raconte-moi un peu le match contre Kansas. Comment ça va, le match? Ben, ça a été serré tout le long. Ça a été serré tout le long. Puis, tu sais, t'as eu encore une fois, dans n'importe quel match de basket, tu peux avoir des hauts, tu peux avoir des bas. C'est un sport de séquence. Exactement, comme on peut voir à NBA. On a vu dans les derniers jours là, avec les Raptors, là, tu peux avoir des séquences où tu donnes 8 points d'affilée à l'autre équipe. Après ça, toi, tu reviens avec une run de 15 à 2.
c'est la même affaire. C'est juste que, tu sais, au niveau NCAA, c'est... les entraîneurs sont plus vite à siffler pour prendre des temps d'arrêt. Puis en plus, avec les media timeouts qui viennent quand même assez rapidement, le jeu peut se ralentir. Puis en même temps, le chronomètre de tir, il est moins long que la NBA. La NBA, t'es à 24 secondes. Exact. Fait que le rythme de jeu va être souvent un peu moins rapide aussi. Fait que tes runs peuvent être coupés plus rapidement. Ouais. Mais même à ça, c'était du va-et-vient tout le long. Puis ça a été serré jusqu'à la dernière minute. Puis en fin de match, il restait quelques secondes. Coach McKillop prend un temps d'arrêt. On est du côté de Kansas. Puis on a un jeu. Tout le monde pense que le ballon va aller à Steph Curry. On perd par 2, là. Tout le monde pense que le ballon va aller dans les mains de Steph Curry. Puis le plan initial, c'était ça, mais on voulait l'utiliser aussi comme cobaye si jamais Kansas mettait de la pression sur lui. Puis c'est Jason Richards qui a pris the last shot pour nous autres. Il ne fait pas être plus ouvert que ça, là. Puis le tir qu'il a décoché, là, c'est un tir qu'il réussissait les yeux fermés en pratique. Tu sais, c'est top of the three-point line. C'est un meneur de jeu, Jason Richard. Là. Ouais. Souvent, ce qui arrivait, c'est qu'il prenait son pick and roll, puis après ça, il popait, puis après ça, il revenait. Puis après ça, souvent, ce qui arrivait, c'est qu'il était souvent ouvert directement. C'est face au panier. Tu es directement face au panier. Tu prends la passe, tu shoots ça. Puis c'est un tir qui réussissait quand même assez facilement. Puis il a décoché son tir, c'est comme si le temps s'est arrêté. Ouais, c'est long, hein. Tout le monde a regardé. Moi, je me souviens, j'étais pas sur le terrain, j'étais sur le banc. Puis j'ai regardé ça, j'étais de même, là. Puis là, tu vois le ballon. Puis tu penses que ça va rentrer pour la victoire, là. Ouais. Tu te dis, là, buzzer for the beater. Win, buzzer beater, Elite 8. Tu te rends au Final Four. Il manque, man. Ouais. Il manque. Puis le pire, c'est qu'il a quand même manqué solidement. Là. Ouais. Il a même pas pogné l'anneau. Il a même pas pogné l'anneau. Il a pogné comme le côté droit, directement à la planche arrière. Puis là, c'était comme, oh, man. C'est-tu vraiment vrai, là? Notre run est terminé. Ouais. Tu sais, dans notre tête, là, on se voyait tout gagner. Là. Ben oui. Vous étiez invincible. On l'était, là. Puis on pensait vraiment là, qu'on allait gagner. Le match était serré tout le long. Puis là, il manque ça. On voit Kansas courir sur le terrain, célébrer. Puis Kansas, en passant, on gagne le championnat après. Oui, exact. Mais c'était tout pour dire, imagine, là, on gagne ça. On gagne la prochaine ronde. On se rend en grande finale contre Memphis. Memphis, c'est un autre mid-major. Là, ouais. Avec Derrick Rose, par contre. Avec Derrick Rose, mais quand même. Mais, dis-toi, là, ça aurait c'est comme un Gonzaga en première ronde. Ouais. Fait que je suis pas en train de dire qu'on aurait gagné le NCAA Championship. Non, mais hey, imagine, là, si ça, toutes les étoiles s'alignent, là, il y aurait eu de quoi à faire. Ben, on avait Steph. Tu avais Steph. Puis en plus, tu viens de sortir Kansas qui est la meilleure équipe de ce tournoi-là ou pas loin. Mm-hmm. Après ça, tout est possible. Ben, exact. Toi, il te reste 2 années NCAA après. Ouais. C'est là, je pense, que tu as le plus de minutes. Ouais, exact. Fait que, tu sais, il y a eu les joueurs qui ont gradué. Tu sais, tu as eu Jason Richards, qui était un de nos meneurs de jeu, qui a gradué, qui a fait un stint dans le G League. Tu as Thomas Sander, qui a pris sa retraite du basket, devenu banquier. OK. Boris Menot est allé jouer pro en Europe. Puis après ça, nous autres, business as usual, regarde, bravo, on a fait ce qu'il fallait, puis là, on to the next. Fait que là, je suis rendu à ma 3e saison. Steph est encore là, Paulus dans sa 4e saison comme senior. On a une bonne équipe solide. Fait que, encore une fois, on a les ambitions de se rendre au tournoi de l'NCAA encore. Toi, dans ton parcours, est-ce que là, tu commences à penser à j'ai la chance de peut-être avoir une fenêtre pour me faire drafter, ou ton plan, c'est encore le tournoi de la NCAA puis on y va à fond? Ah, ben, c'est sûr que moi, je suis pas en train de penser à me faire drafter ma 3e saison. C'est sûr. Tu sais, au début, là, tu te dis, quand t'es jeune, t'as 16-17 ans, tu joues quand même du très bon basket. T'es comme le joueur étoile au cégep. T'es nommé sur l'équipe étoile de la Ligue canadienne. Tu te dis, ben, il y a une chance, là. T'sais, sauf que c'est pas quelque chose que tu vois fréquemment un Montréalais qui va dans la NBA. C'était pas le cas dans le temps. Ouais. Puis c'est ça qui est cool en ce moment. Là. Quand tu vois des Lugens faire ce qu'il fait actuellement, non repêché, signe un contrat avec OKC, puis là, après ça, le succès qu'il a. Devient... Puis après ça,
regarde tous les joueurs après lui. Ben oui, il va en avoir plein. T'as eu Chris, puis lancement dans la NCAA, t'as Quincy, t'as Keyshawn. T'as Bénédicte. Évidemment, Bénédicte. T'as de plus en plus du côté féminin aussi qui jouent du gros basket, puis qui vont avoir la chance de faire la WNBA. Ouais. Donc, t'as un hub de talent là, au Québec qui s'est créé au fil des dernières années. Grâce à tous les vieux, comme moi, comme Maurice, comme des Trevor Williams dans le temps, qui ont tout bâti ça pour que ces jeunes-là puissent avoir la chance de se rendre au plus haut niveau. Fait que, tu sais, moi, dans le temps, je me disais, ouais, mon but, c'est de faire la NBA, mais je savais que j'allais pas me faire repêcher. Tu sais, t'avais un gars comme Steph, qu'on le savait que lui, il allait être repêché. Probablement cette année aussi, là. Ouais. Mais moi, ce que je voulais, c'est d'avoir la chance de faire la NBA, probablement comme 15e homme, être un spécialiste, shooter, puis avoir une mini-carrière de la NBA. Mais en tant que junior, 3e saison, c'était vraiment, encore une fois, business as usual. On fait les petites affaires pour se rendre au tournoi de la NCAA. Puis à ta 4e saison, là, toi, est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière où tu t'es dit, là, il faut que je me fasse voir, là. Si je veux avoir une éventuelle carrière dans la NBA, il faut que je marque plus, ou est-ce que tu as ressenti cette pression-là? Le pire, là, c'est que le plus en y repensant, c'est que je pense pas que j'avais je me suis pas comme préparé pour ça. Ouais. J'étais trop dans le moment présent. Puis moi, je suis quelqu'un qui est souvent dans le moment présent, puis je suis tout le temps genre, we'll take it a day at a time, une chose à la fois. Ouais. Tu sais, ma blonde va être fâchée que je dise ça, là, mais même quand on s'est rencontrés, là, moi et ma blonde, elle m'a dit, après une couple de mois qu'on se voyait, hey, est-ce que tu vois cette relation-là durer longtemps? Je prendre ça une journée à la fois, peut-être une couple de mois. Là, elle me regardait, elle était comme, mais c'est sérieux ce gars-là? Ouais. Un moment donné, il fait juste me dire, oui, t'es la fan de. Mais moi, je suis le genre de gars qui est direct. Ouais. Puis, sérieusement, maintenant, je suis rendu au point dans ma vie où est-ce que oui, je planifie, je vois plus à long terme. Mais dans ce temps-là, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans le moment présent. Puis je pense que ça m'a nuit aussi dans mes opportunités de carrière professionnelle par la suite, en raison de ça. Fait que oui, je pense que maintenant, aussi, les gens ont comme des très bonnes équipes alentour d'eux autres. Ouais. Ils sont bien encadrés, que ce soit avec des conseillers, des coachs externes, du monde qui les guide pour leur prochaine action ou leur prochain move suivant l'année en cours. Fait que je pense que j'ai comme réalisé qu'il fallait que je me prépare pour ma carrière professionnelle quand ma saison était terminée. Ouais. Et là, j'étais comme, bon, oui, je veux jouer pro. Je fais quoi? Tu sais, il faut que je signe un agent. J'avais pas commencé à regarder les possibilités de signer avec certains agents en début de ma saison, puis ce que j'aurais dû faire. Malgré le fait que tu peux pas signer avec un agent quand tu commences ta saison, mais tu peux quand même commencer à voir c'est qui les bonnes agences qui représentent les joueurs en Europe, c'est qui celles qui représentent, par exemple, en Asie, dans le G-League, des choses dans même. J'avais pas fait ça. Après ça, tu le sais que c'est l'année où est-ce que tu devrais avoir des bons tapes pour te démarquer, parce que là, rendu au point où il faut que tu signes avec un agent, puis il faut que tu sollicites des équipes professionnelles pour jouer, pour jouer, ben, il faut que tu aies quand même un bon highlight tape, puis des bonnes games, puis des bons statistiques. Heureusement pour moi, j'ai quand même eu des très bonnes games dans la saison, puis j'étais un joueur qui était quand même très athlétique, qui shootait beaucoup de 3 points, fait que mon highlight tape était solide. J'avais plein de gros dunks, plein de tirs de 3 points. Ouais, puis tu as eu beaucoup de games de 20 points et plus. Exactement, fait que c'était correct. Mais c'est juste pour dire, si par exemple, c'est pas le cas pour certains joueurs puis qui veulent se rendre pro, ben c'est un peu plus difficile de te démarquer, parce que quand toi tu gradues, là, tu sais, dis-toi là, on va dire que tu as 300 équipes dans la NCAA, la Division 1, sans compter Division 2, sans compter Division 3, sans compter NIAI, JUCO, c'est toutes ces affaires-là. À un moment donné, là, on va dire en moyenne, tu as 2 à 3 joueurs qui graduent. Il y en a peut-être 2 de ces 3-là qui se disent, moi, je veux jouer pro. Hey, ça t'a fait un bassin de joueurs là, qui veulent jouer professionnel. Là. Puis là, tu regardes, correct. La NBA, inaccessible. Tu as une chance sur 14 millions de faire la NBA. Puis signer comme un free agent, si t'es pas considéré comme un top 60 puis avec un potentiel de te faire drafter, très difficile. Après ça, tu as le G-League. Il va y avoir peut-être une quinzaine d'opportunités, une vingtaine d'opportunités à faire le G-League sur, on va dire, 1000 joueurs qui veulent jouer. C'est juste aux États-Unis, sans compter en Europe. Après ça, tu as l'Europe. Tu as les différentes ligues. Fait qu'en France,
sais, t'as Pro A, Pro B, après ça, t'as comme N1, 2, 3, après ça, t'as comme d'autres divisions un peu moins bonnes. Fait que ça, toutes ces divisions-là, ces équipes pro, haut niveau, pro, moyen, par ça, t'as comme ces divisions-là en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, puis tout ça. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, tu te dis, ben, ça me tente de jouer là-bas, mais il faut que tu t'assures de te démarquer comparativement, je veux dire, à ta compétition que tu vas avoir. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que moi, après ma saison, j'ai comme réalisé ça. Je demandais à un de mes assistants, hey, excuse, tu veux-tu me faire un highlight tape? Fait que tu sais, Landry Kazmowski, qui était mon entraîneur, assistant, il m'a dit, yeah, no problem, man, I'm gonna hook you up. Fait que là, il m'a fait mon highlight tape. Coach McKillop, il m'a référé à une coupe d'agents. J'ai signé mon contrat. Finalement, j'ai eu une opportunité de jouer, c'était pour une équipe comme en Croatie un moment donné. Fait que j'ai dit, je vais attendre mon tour. Puis peut-être qu'il va y avoir une autre opportunité. Finalement, j'ai eu la chance de jouer sur un travel squad professionnel en Chine avec Max Boudreau. Oui. On a fait ça pendant un petit bout de temps. Ça a été une belle expérience. Revenu au Québec par la suite. Pris quelques mois, je te dirais, juste pour me recentrer sur moi-même. Mm-hmm. Parce que quand tu es rendu comme à 23 ans, ça fait, on va dire, 11-12 ans que tu joues au basket de haut niveau à chaque jour, intensément, ton mental, ton corps, tout, ça prend un hit. Là. Ouais. Fait que j'ai pris un peu de temps juste pour me recentrer sur moi-même, puis de voir si c'était vraiment ça que je voulais faire de ma vie. Puis Coach McKillop, après ça, genre une couple de mois, il m'appelle, il me dit « Hey, I've got a nice opportunity for you to play in Europe. » Jouer en Irlande. Je dis « Ah ouais, en Irlande. » OK. Il dit, puis en même temps, ce qui pourrait être cool, c'est qu'il y a un programme à une organisation non lucratif qui subventionne les joueurs, OK, pour qu'ils obtiennent une bourse d'études, pour qu'ils obtiennent un diplôme d'études supérieures. OK. Fait que là, j'étais là, ah ouais, OK. Fait que là, t'es en train de me dire que je peux aller en Irlande, je peux jouer pro, puis en plus, je vais avoir mes études payées pour faire une maîtrise. Ben, pourquoi pas? Et voilà. Fait que là, je dis, ah ben ouais, ça peut être bien intéressant. Fait que là, je rencontre la gang, tu sais, en Irlande, puis ça s'appelle Sports Changes Life. Fait qu'eux autres, dans leur mission, c'est qu'ils amènent des anciens joueurs universitaires américains en Irlande, dans leur programme. Ils les pluguent dans des universités. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est que je jouais pour l'université en même temps et pour l'équipe professionnelle. Fait que je jouais pour deux équipes. Tu jouais pour deux équipes en même temps. Puis en plus de ça, c'est que le contrat que tu signes avec eux autres, c'est que il faut que tu donnes une partie de ton temps à la communauté. OK. Fait que tu coaches des jeunes de milieux défavorisés ou qui ont un peu plus de difficultés à avoir accès, par exemple, à du sport, de l'encadrement. Fait que là... C'est un cool programme, ça. Vraiment. Fait que c'était quelque chose de vraiment une belle expérience de pouvoir aller dans un nouveau pays, de pouvoir côtoyer du monde de ce programme-là et aussi de la ville où est-ce que j'étais à Galway, puis de bâtir des liens avec la communauté là-bas. Puis aussi, tu sais, de coacher des jeunes. Ouais. Fait que, en fin de compte, mon temps, si j'avais été seulement pro, dans un autre pays, par exemple, ça aurait été juste de chiller tout le jour. OK, tu chilles le jour, tu joues au Nintendo, là. Je sais pas ce que les gens jouent maintenant à Xbox, là, ou peu importe, je suis pas un gamer, là. Fait que tu joues au Nintendo, tu vas sur Facebook, puis après ça, en après-midi, tu fais ta pratique ou tu joues. Mais là, au lieu de perdre mon temps, ben, j'ai fait ma maîtrise en gestion. Je coachais des jeunes dans les trous de mon horaire. Puis après ça, j'avais mes pratiques puis mes games le soir pour mon équipe. Wow. Fait que ça faisait vraiment une journée remplie. Ouais. Je m'améliorais sur le terrain de basket. Je m'améliorais, mentalement et aussi cognitivement avec ce que j'apprenais à l'école. Je redonnais à la communauté. Puis j'ai bâti des relations que j'ai encore à ce jour, là. Ouais, ça, c'est très, très cool. Puis, t'as fait ça pendant combien de temps? C'est un programme d'1 an. OK, 1 an. Ouais, fait que j'ai joué 1 an là-bas. Puis, après avoir fini ça, j'ai comme pris la décision d'arrêter de jouer, là. Je m'étais fait opérer. Après ma deuxième saison à Davidson, je me suis fait opérer au genou. OK.
C'était mon tendon patellar tendon. Puis aussi ma rotule qui était du cartilage tout brisé en dessous. Fait qu'il a fallu qu'il nettoie tout ça. Fait que j'ai eu deux opérations dans chaque genou, là. Fait que j'étais comme en chaise roulante pendant comme 2 mois de temps. Okay. Avec des béquilles d'avant-bras. Rehab de 6 mois. J'étais prêt genre pour la première game pour ma 3e saison. T'sais, des fois, j'oublie que j'ai eu ça, mais j'ai eu ça. Ouais. Fait que après ma carrière professionnelle, c'était comme... Le corps en a pris un coup. Ouais. Puis j'ai décidé de revenir au Québec, puis de commencer ma vie comme personne bien normale. Là, c'est bien correct. Ben oui. Après, avec tout le baggage que j'ai eu, c'était vraiment une belle expérience de vie. Puis là, ça m'a comme amené où est-ce que je suis maintenant. Là. Je vais revenir une petite chose à propos de la NBA. Ouais. La NBA a beaucoup évolué, beaucoup changé. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, tu sortirais de Davidson avec le talent que tu as, avec les habiletés et tout ça? Est-ce que tu as l'impression que présentement, tu aurais de meilleures chances de la faire à la NBA? C'est rendu tellement compétitif, là. C'était compétitif dans le temps, puis là, c'est rendu encore plus compétitif, puis les joueurs sont rendus tellement athlétiques, sont tellement bons. Tu sais, je le sais pas. Je pourrais pas. Je pense que. Parce qu'un shooter de 6 pieds 6, ça vaut son pesant d'or dans la NBA. En sachant ce que je sais là, je pense que dans mon cas, moi, tu sais, je suis pas j'aurais jamais été une super vedette au niveau de la NBA, mais je pense que le type de joueur que j'étais aurait pu évoluer comme un spécialiste. Ouais. Fait que pour des joueurs comme moi, pour avoir une place ou une chance de faire la NBA, jouer à un haut niveau comme ça, il faut que tu sois spécialiste. Fait que devenir un franc-tireur de 3 points, comme un Kyle Korver, comme un J.J. Redick. Exactement. Je pense que ça aurait été optimal. Puis surtout à ma dernière année de Davidson, mes 2 dernières années de Davidson, j'aurais peut-être dû me concentrer sur ça au lieu d'être un all-around player. Où est-ce que je travaillais beaucoup sur ma capacité d'attaquer, de monter le ballon, de dribbler beaucoup plus. Je pense que j'aurais dû me concentrer un petit peu plus sur mes habiletés de me démarquer en bougeant sans le ballon. Ouais. Ce qui est un attribut remarquable pour les joueurs actuellement dans la NBA qui sont des francs-tireurs. Un Kyle Korver, c'est un gars qui bouge tout le temps, qui bougeait tout le temps. J.J. Redick, inarrêtable, bouge tout le temps. Seth Curry bouge tout le temps. Steph, oui, c'est une vedette, hein? Ouais, mais Steph, non, mais tu le regardes quand même, là. Steph, c'est pas le genre de gars qui va juste dribbler, shooter. Lui, là, quand il n'a pas le ballon, tout le temps en train de bouger. Tout le temps en train de bouger. Klay Thompson, même chose. Ouais. Puis après ça, tu as des joueurs comme Danny Green. Ouais. Lui, c'est un bon franc-tireur, mais aussi c'est un excellent joueur défensif. Fait que là, tu as un joueur qui va être un excellent franc-tireur, peut-être qu'il va pas avoir une aussi longue carrière qu'un joueur comme un Danny Green qui va avoir une excellente carrière vu qu'il est bon défensif, bon offensif. Ça, c'est un 3&D. Ouais. Puis je pense pas que moi, personnellement, j'avais le potentiel de faire ce genre de profil-là, 3&D, mais comme franc-tireur pendant une couple d'années, c'est quelque chose qui aurait pu être fait, mais c'est la préparation, puis te préparer physiquement avec tes habiletés pour ça. Puis ça, c'est d'avoir une vision à mi-long terme pour savoir exactement où est-ce que tu vas te situer si tu veux jamais avoir l'opportunité de tailler une place comme ça. Là. Il reste un peu de temps. Là, on a fait un peu ton parcours. Ouais. Ton après-carrière, présentement, tu es analyste NBA au réseau des sports à RDS. Ouais. J'ai envie de parler un peu de basket, un peu d'NBA. Vas-y. Moi, je suis un gars de top 3. J'aime ça faire des top 3 dans tout. D'ailleurs, à RDS, on fait tout le temps des top 3. Je le sais. À chaque fois que c'est toi, on voit des top 3, des top 5. C'est qui le meilleur acteur? Donc, donne-moi ton top 3 des meilleurs joueurs de basket de tous les temps. OK, mais ça, c'est une affaire de génération. Oui, entièrement d'accord. Fait que le tien. Fait que là, je le sais que Peter Yiannopoulos va tweeter après notre podcast. Il va dire, ouais, t'as pas d'allure. Regarde, pour moi, là, encore une fois, générationnel. Si j'étais un homme de 60 ans, je mettrais un Wilt puis un Bill Russell puis un gars qui a gagné 11 championnats. Mais pour moi, Will Archambault, un gars de 35 ans qui a été dans mon prime de basket, c'est entre 2000 et 2010 où est-ce que j'ai suivi genre des talents incroyables. Mon top 3 en date d'aujourd'hui, OK? J'ai
Michael Jordan, Ouais. qui est 1. LeBron James, qui est juste en arrière. Ouais. Genre juste en arrière. Ça prend compte de ses habiletés individuelles aussi. Ouais. Check ce qu'il est en train de faire cette année. Je comprends qu'il est allé en finale 10 fois. Il a perdu 6 fois. Il a gagné 4 championnats, blablabla. Il reste qu'à son âge, faire ce qu'il fait en ce moment, c'est incroyable. Il a quand même gagné 4 championnats, il est en finale 10 fois. Oui, exact. Jordan s'est pas rendu en finale 10 fois. Non. Jordan, il a jamais joué contre une équipe comme les Warriors. 3 fois en série. Mais Jordan aurait gagné contre Dallas, par exemple. Oui, contre les Mavericks. Ouais. Il aurait gagné contre Dallas. LeBron a perdu. Je pense que oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux regarder ça de deux côtés. Mais LeBron, je pense qu'une des façons qu'il va devenir le meilleur joueur de tous les temps, s'il continue de cette façon-là, à 37 ans, là, il va finir la saison comme meilleur marqueur. S'il continue de même, là, puis il va gagner un titre de meilleur marqueur dans la ligue. Ouais. Il vient de dépasser Karl Malone comme deuxième sur la liste. Ouais. L'année prochaine, s'il continue de même, c'est sûr. Il bat Kareem. C'est sûr. Fait que LeBron va être le meilleur marqueur de tous les temps. 4 championnats, 10 fois en grande finale. L'impact qu'il a eu dans la NBA, c'est incroyable. Sa carrière qui va durer probablement 20 ans. Ouais. C'est pas une carrière de 20 ans où est-ce que pendant les 6-7 dernières années de sa carrière, il est passé genre de 28 points à 15, à 10, à 3, à 1 minute ou à 1 point par match. Un peu comme Vince Carter dans ces dernières années. Exactement. LeBron, là, ça fait 19 ans qu'il est dans la ligue, là. C'est 19? Pas loin, ouais ça. Puis, il marque 30 points par match. Ah non, c'est un phénomène de la nature, du gars. Il investit 1,5 million sur son corps annuellement parce qu'il sait que c'est une business, puis il a la chance de le faire. Puis encore le vouloir, le désir de devenir le GOAT. Là. Mm-hmm. D'après moi, là, s'il est compétitif, au moins pour des séries éliminatoires, va une coupe de ronde supplémentaire, il avance graduellement. Peut-être qu'il gagne un championnat, who knows, là, mais tu sais, LeBron va peut-être dépasser Michael Jordan dans mes livres. Puis mon troisième, c'est le grand Kobe Bryant. Ben oui. Pour moi, là, j'aurais pu dire Magic Johnson et tout, mais ça, je vais laisser Peter faire son top 3. Moi, là, c'est Kobe Bryant. Puis sérieusement, là, Kobe, avec ses 5 championnats, un des meilleurs marqueurs de tous les temps. Dans le temps, on disait il n'est pas capable de gagner tout seul. Ben, gars, il a gagné tout seul. Ben oui. Tu sais, t'avais Shaq dans le temps, mais il a gagné 2 championnats tout seul. Ouais. Ben, tout seul. Il était pas Gasol. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Pas Shaq, là. Ouais. Fait que ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, que ce soit avec son 81 points qu'il a marqué contre les Raptors et Jalen Rose. Ouais. Ça, je me souviens, j'étais dans mon sol et j'ai regardé ce match-là. Là, je capotais. Alors, 81 points. 60 points, dernier match en carrière. De se déchirer le tendon d'Achille, de réussir ses tirs de lancer francs dans ce match-là, de revenir jouer aussi haut niveau qu'il a joué, c'est pas négligeable. Là. Surtout quand la NBA, t'avais quand même des joueurs talentueux dans son époque. Là. Ouais. Tu sais, Kobe a joué contre des Michael Jordan. Il a joué contre les meilleurs. Contre des Vince Carter, contre des LeBron James, contre des Tim Duncan, contre des Shaquille O'Neal, des Dwayne... Hey, Allen Iverson. Il a joué contre les meilleurs. Ouais. Tu sais? Puis il a été capable de faire ce qu'il a accompli. Fait que Kobe, là, c'est mon top. Il arrondit mon top 3. Je pense que ce qui est différent de la raison pourquoi on aime Kobe, malgré son palmarès qui est incroyable, c'est la mentalité du gars qui, pour moi, tu sais, je pense que les 3 que tu as nommés, moi j'ai le même top 3, mais qui sont là pour des raisons... Ah ouais, t'as le même top 3? J'ai le même top 3. Ah ouais, OK. Jordan est là parce que c'est Monsieur Clutch. Mm-hmm. LeBron est là parce que, pour l'ensemble de son œuvre, la longévité de ce qu'il fait, tout ça, mais Kobe, il est là parce que c'est le personnage de Kobe, de Black Mamba, de tomber en beast mode dans un match puis de marquer 20 points au 4e quart. Mm-hmm. Ça, c'est typique Kobe Bryant. Je pense que c'est pour ça que tout le monde tripait sur Kobe Bryant. Là. Ben oui.
sais, je pense que c'est ce qui définit le personnage. Ouais. Puis j'ai écouté plusieurs podcasts sur la vie de Kobe Bryant suite à son décès tragique. Ouais. Puis tu sais, l'histoire de Kobe, de quand il était jeune avec son père Joe Bryant, que joue pour les 76ers, que lui a eu des difficultés interpersonnelles dans sa carrière. Kobe qui est allé jouer qui n'a pas joué en Europe, qui a été élevé en Europe, en Italie, qui parle italien, qui parle espagnol. Tu sais, tout ce côté-là de Kobe, là, c'est tellement triste, là. Tu sais, quand tu penses à ce qui est arrivé là, avec Gianna puis les autres passagers dans cet hélicoptère-là. Kobe, là, il s'est donné à 100% toute sa carrière pour sa carrière de la NBA. Là, après ça, il s'était dit, je vais me donner à 100% à ma famille, à mes filles, ses 4 filles. Il peut pas le faire. Moi, quand il est décédé, là, si j'avais une larme aux yeux, puis c'était comme une partie de mon enfance qui a comme disparu, puis aussi comme père. Tu sais, moi, j'ai un petit gars, j'ai une petite fille. De laisser tes enfants de même, je peux pas imaginer ça. Ça doit être tellement difficile. Puis il y avait tellement des choses à accomplir par la suite, là, Kobe, là, tu vois, avec son Oscar pour son court-métrage Dear Basketball. Tu t'écoutes ça, là, c'est fou ce que le basket lui apporte dans sa vie. Ce qu'il avait à créer devant lui, son implication au sein de la WNBA. Pour le droit des femmes aussi, compte tenu qu'il y avait 4 filles, il était beaucoup plus impliqué pour donner accès à des bourses d'études, accès à des payes plus justes pour les femmes au niveau de la WNBA. Il redonnait beaucoup à la Il redonnait, surtout étant préparatif aussi pour sa fille qui allait monter les échelons là-dedans, dans la NCAA, dans la WNBA. C'était remarquable là, ce que Kobe s'apprêtait de faire. Là. Ouais. Puis pour finir, on va finir avec ton top 3. Je veux savoir tes 3 plus beaux moments en carrière. De la carrière de William Archambault. Oui, boy. Je vais pas les mettre en ordre. Là. Non, vas-y. C'est certain qu'un de mes plus beaux moments, c'est... OK. Je peux le voir vraiment d'un haut niveau. C'est la camaraderie que j'ai bâtie au cours de ma carrière, puis les relations que j'ai bâties avec mes coéquipiers. Que ça soit au niveau de professionnel, j'ai encore des amis avec qui j'ai joué en Irlande. Au niveau universitaire, j'étais encore extrêmement chum avec des gars comme John Chivy, Steve Rossiter, Dan Nelms. Je textais Steph v'là une couple de semaines. T'étais allé à son mariage. Hein? J'étais allé à son mariage. On est, tu sais, encore une fois, son cercle d'amis, il s'est restreint avec le temps, mais on est encore connectés d'une certaine façon. Mes amis du secondaire, encore très près d'eux autres. Champlain, même chose. Fait que toutes ces relations-là que j'ai pu bâtir grâce au basket, là, c'est quelque chose que je souhaite à beaucoup de gens qui font du sport, amateurs, professionnels, de pouvoir développer au fil de ces années-là, parce que c'est quelque chose qui va te suivre pour le reste de ta vie. Fait que ça, c'est le relationnel, puis ce qu'on a vécu ensemble, les championnats, etc., etc. Après ça, évidemment, me rendre au Elite 8. Ben oui. Ça, c'est quelque chose qui est remarquable. De pouvoir vivre ça sur le plus gros stage aux États-Unis. March Madness, c'est comme la plus grosse affaire là, après le tournoi de le championnat de la NBA. Donc, de pouvoir vivre ça, il n'y a pas de grand Québécois qui peut dire que c'est rendu là. Exact. Où est-ce qu'on s'est rendu? On espérait que Bénédicte s'y rende. Ouais, je sais. Malheureusement, mais regarde, Bénédicte, là, il va faire des grandes choses dans la NBA. C'est un facile top 10, puis... Peut-être top 5, on sait jamais. Top 5, on sait jamais. Peut-être. Ouais. Peut-être. Il va avoir une belle carrière, je pense. Ouais. Puis après ça, tu sais, signer un premier contrat professionnel, là, c'est cool là, de pouvoir faire ça. Là. De te dire, ben, t'es coche. Premier contrat. Fait que pas de regrets. Pas de regrets. Tu peux pas en avoir. Tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire si t'as des regrets dans la vie? Exactement. T'sais? Hey, merci beaucoup d'être venu, Will. Fait bien plaisir, Danny. Cool. N'importe quand. Yes. All Salut, right. merci.